Aujourd'hui, on est après la gym, avant la vraie rentrée, mais quand même après l'après-rentrée, dans un état d'épuisement proche de la néantisation. Je viens de le finir, c'est le moment de parler du dernier Volodine. Je parle ici assez régulièrement d'Antoine Volodine et notamment de ses hétéronymes comme Manuela Dreger, j'en avais parlé l'an dernier pour CRI. On en est au 45e, c'est dur à prononcer, volume du post-exotisme, et c'est quand même toujours un vaste monde et particulièrement ample, et cela ne doit pas décourager la dictateuse, parce que même quand on commence par Terminus Radieux ou Les filles de Monroe, de toute façon il se passe plein de choses. En fait, la force, c'est comme quand on lit du Balzac. Alors, je viens de lire l'interview de Diacritique, qui a été beaucoup relayée par Diacritique, et je savais pas, je la lis pas, je l'ai lu. En fait, elle ne spoil pas, alors que moi je vais le faire. Je vais divulgacher allègrement, parce que finalement, dans une œuvre où on se demande comment ça va finir, et c'est un volume que j'ai trouvé très beckettien, finalement, savoir ce qui va se passer va pas tellement compter. On y va. Alors, c'est Les filles de Monroe, avec un super joli bandeau d'Inkipit, que j'ai quasi immédiatement saccagé. On est chez Seuil, chez Fiction et compagnie. Je crois que c'est Bernard Comment qui dirige cette collection. Bah, on est dans du août 2021, quoi. Du récent. Je crois, ouais, c'est ça, août 2021. Je crois que c'était fin août. Bon, de toute façon, ma temporalité est complètement pétée, ce qui est ultra bien pour un livre comme celui-ci. Alors, j'appréhendais un peu. On passe en mode météo deuil, hein, parce que, bon, bah, c'est vrai que Volodine, si jamais vous m'écoutez, j'ai eu plus de mal à lire. Alors, j'en ai plein. J'ai eu une folie volodinienne, et j'en ai acheté plein avant le confinement, et en fait, le confinement était tellement dur que j'ai pas réussi à lire ou à finir certains ouvrages. Et c'est pas. Mais pas. Enfin, bon. Mon épuisement vient de loin. Et, et là, j'avais acheté Terminus Radieux pour mon père, et il faisait partie des 2 livres que j'ai embarqués pour aller le voir à l'hôpital en début juillet. Et quand je lui ai fait la lecture, et bon, bah, je ne savais pas encore que c'était pour sa dernière nuit et ses derniers moments de conscience, il ne parlait plus. J'ai attrapé Terminus Radieux, j'ai commencé à moi le lire en diagonale, et je trouvais vraiment compliqué de lire à quelqu'un qui était en train de mourir un récit qui commençait par la mort d'un personnage. Alors j'ai lu L'éducation sentimentale, que je n'ai pas fini de relire, un nouveau Volodine, et je ne sais pas si c'est une forme de retour à la vie. Je risque de faire beaucoup de blagues de ce genre-là, hein. Si vous êtes mal à l'aise, il faut arrêter. De toute façon, ne me regardez pas si vous êtes mal à l'aise avec ce genre de blagues. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment une caractéristique des livres. Je vais dire Volodine par simplicité, mais donc de Cronauer, Bassman, Dreger et Volodine, donc les 4 écrivains phares du post-exotisme, et on a... c'est un peu d'explication dans... Enfin, d'explication. C'est un livre que je conseille aux étudiants, 10 leçons sur le post-exotisme, leçon 11e, là on est chez Gallimard, il est quelque part derrière moi comme ça, et je le montre aux étudiants et tout, oh madame et tout, vous avez des livres? Eh ben oui. Parce que, voilà, on est sur un texte qui, finalement, j'allais dire narrativisme, mais c'est extrêmement vilain, mais raconte sa propre théorie. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Bon, je rappelle le principe, quand on commence un Volodine, il y a quelqu'un qui meurt. Je dis pas un pauvre petit chaton, hein, dans le monde, hein. Le personnage meurt. On sait jamais trop qui est qui. Les narrations sont plutôt instables, les narrateurs sont peu fiables. En fait, on est en plein post-apocalyptique, et ça contamine la narration elle-même. Ça, donc, pour ça que mes appréhensions étaient quand même un peu importantes. Est-ce qu'en ayant le cerveau complètement fracassé, je suis en état de lire une narration fracassée? Oui, clairement pour Les filles de Monroe, notamment parce qu'il est, j'ai trouvé, assez linéaire. Les difficultés, elles sont d'ailleurs pas si souvent que ça, d'ordre temporel comme chez David Foster Wallace, mais c'est un roman que j'ai trouvé très cinématographique. C'était positif. Et que j'ai trouvé très drôle.
Ça, je sais pas si c'était voulu, j'ai l'impression, mais j'ai quand même pas mal rigolé. Alors, en ce moment, j'ai plutôt tendance à pleurer à chaudes larmes qu'à éclater de rire, mais dans mes ho ho ho, le cœur y était grandement. C'est pas si mal. Je m'explique. Alors, pas complètement cinématographique, parce que c'est toujours cette vieille question d'adaptation, ça va être quoi? Ouais, j'ai quand même tendance à dire que finalement, une chose qui va être au moins intéressante, je sais pas quelle valeur on accorde à la littérature, au cinéma, etc., mais ça va être de chercher ce qui va être proprement littéraire, de l'ordre de la littérarité, et donc pas ou difficilement adaptable, ou de proprement cinématographique. J'en ai parlé quand j'ai parlé de Shining, avec cette espèce de narration de Stephen King, avec des voix qui apparaissent. Bon, après, on m'a dit, ah oui, il fait ça tout le temps. Bon, j'en ai lu d'autres. J'en avais pas lu depuis très longtemps. Oui, il fait ça tout le temps, et c'est vrai que ça le rend moins intéressant. Mais ça a été un bon patch turner il y a 1 an et demi à peu près. Ça m'est passé, ça reviendra peut-être. Et il y a ce genre de choses. Mais c'est très difficile d'adapter Flaubert. C'est pour ça là que l'espèce d'adaptation avec un cœur simple, avec Sandrine Bonner, qui est quand même quelqu'un que j'aime bien. Hein. Sandrine Bonner, c'est sans toi ni loi. Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'abord eu du mal. Et puis, voilà, quelque chose qui s'est passé. Pour moi, la conversion, ça a été le moment d'hommage, hein, famage, aux obsèques d'Agnès Varda, hein, de voir Bonner sur scène. Alors moi, j'étais pas dans la salle principale de la Cinémathèque, j'étais dans une petite salle avec un écran, mais ça a été quand même un moment suffisamment intense pour que, en fait, où d'un coup, à ce moment-là, j'ai compris que la force et l'intérêt de Bonner étaient justement dans cette forme de brutalité, c'est-à-dire dans le fait d'être brute. Brute sans le E, quoi, hein, comme on dit, brut de décoffrage. Tout ça a l'air extrêmement péjoratif, alors qu'en fait, je pense que c'est une très grande force. Alors après, c'est probablement lié à sa personnalité, etc., ça je m'en fiche, mais c'est un truc qui est très intéressant au cinéma. J'ai très très peur de France de Dumont. Hein. Je vais aller voir Dumont à la Cinémathèque, mais voilà, j'ai des inquiétudes. Hein, et je n'ai toujours pas vu Jeanne. Mauvaise fan. Donc voilà, j'ai plein de Volodine à la maison que je n'ai pas lu, notamment ceux de l'école des loisirs, parce que j'ai commencé le confinement en achetant 3 piles de bouquins, et puis, et puis en fait j'ai plutôt vécu de la maltraitance au moins psy. Donc ça s'est pas trop prêté à ça, et ça allait moyennement... Enfin, c'est quand même dur de lire du post-apo quand on sait pas ce qui va se passer. Alors, on sait pas plus ce qui va se passer, mais maintenant je m'en fous, donc Volodine fonctionne super bien. Ça, c'est l'avantage du deuil. On a un détachement, on se fiche de tout. Et en même temps, faut laisser dans le détachement. Donc, très cinématographique parce que... Voilà, bon, très linéaire, très facile à suivre dans le déroulement. On commence par... Ah ouais, alors par contre, là, ça y est, ça n'est plus cinématographique. On ne sait pas si c'est un ou deux infâmes, c'est-à-dire donc des malades mentaux, très rapidement identifiés comme schizophrènes, avec le personnage de Breton, qui est l'autre, puisqu'on a un récit pour ces moments-là à la première personne, mais très vite, en fait, c'est au jeu qu'on dit Breton. Et cette phrase n'a aucun sens. Allez, un peu de début, parce que le début, ça permet de divulgacher gentiment. Donc, Antoine Volodine, Les filles de Monroe, roman. La fille resta suspendue... Oh, c'est ce qui est marqué sur le bandeau. La fille resta suspendue... On pourrait en faire des tote bags de ça. Je sais pas ce que ça donnerait dans la rue. La fille resta suspendue un instant à la corniche qui courait le long du 3e étage, puis elle tomba et disparut dans l'obscurité luisante de la rue Delvaux. Elle s'appelait Rauch. Rebecca Rauch. 30 ans plus tôt, je l'avais follement aimée. Et ensuite, elle était morte. Après la brève traînée noire de cette chute, il n'y eut aucun changement au cœur de la nuit. L'image sans couleur était très nette, mais il ne s'y passait rien. Il avait plu. Des gouttes froides se rassemblaient sous les fils électriques qui reliaient les maisons et, avec régularité, elles se détachaient pour s'écraser beaucoup plus bas, sur les pavés ou sur les flaques, après un bref scintillement et sans doute une note cristalline. C'était une image fixe, mais rien n'empêchait d'y superposer une discrète bande sonore. Des tintements espacés d'après la pluie. En dehors de cela, aucun bruit ne donnait vie au décor. Bah oui, voilà pourquoi j'ai vu que c'était cinématographique. Quand je relis, je suis... évidemment. 2 lampadaires sur 3 étaient éteints.
Pas une seule lumière ne brillait derrière les fenêtres. Au milieu de la chaussée, les rails du tramway paraissaient en piteux état, émergés ou noyés, selon les creux et les bosses du sol. La fille était toujours là, en chien de fusil sur le pavé. Au bout de 5 minutes, elle remua. Elle avait sur elle tout un attirail militaire, un sac ventral, une carabine à canon scié, un poste de radio, et elle avait mis fin à son immobilité. Si quelqu'un s'était trouvé à proximité, il aurait pensé qu'elle ressemblait à un très gros et très vilain scarabée en train de barboter dans la graisse boueuse de la nuit. Mais personne ne la regardait, et quand elle se fut mise à genoux pour commencer à ramper, elle frissonna à la fois de douleur, de froid et de solitude. « Putain !» marmonna-t-elle, « que j'aurais bien pu me casser une patte. » Comme bon nombre d'entre nous, elle appartenait à une espèce intelligente, du moins à une espèce suffisamment intelligente pour réfléchir à voix haute. Sur notre activité intellectuelle, dans les moments où nous ne bougonnons pas, où rien ne sort d'entre nos lèvres, vétérinaires et thanatologues se disputent. Ces querelles sont dans notre âge. En réalité, ni le langage ni la pensée ne sont nécessaires pour vivre ou pour survivre. La fille ne pensait peut-être pas en permanence, mais elle agissait. Et donc déjà, elle s'était éloignée de l'endroit où elle avait atterri. La distance n'était pas très importante, elle se comptait en mètres, 4-5 mètres peut-être, ensuite 6. La fille allait sur le trottoir, au bas des façades obscures, à moitié dressée, à moitié couchée, frôlant le mur. Les mares d'eau noire ne l'arrêtaient pas et toutes les extrémités de ses membres étaient à présent mouillées. Les clapotis et les ruissellements n'avaient pas cessé autour d'elle. De plus en plus, elle se fondait dans le paysage. Bientôt, elle pénétra dans une zone d'ombre si épaisse que plus aucun mouvement n'y fut perceptible. Les gouttes glacées s'abattaient de temps en temps sur le pavé. Elles traçaient une ligne d'argent extrêmement fine et éphémère, puis elles éclataient et rejoignaient le néant. Les rails émergés brillaient sous les rares lampes en activité. Les façades grisaillaient, inanimées. Au bas des murs, il y avait des flaques, et maintenant, dans l'image de la rue, c'était tout. Pourquoi c'est fin, pourquoi tout est en place, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, on a quelque chose d'un peu kafkaesque, plus que kafkaïen, avec cette espèce de réveil en scarabée. Mais ce réveil scarabée, bon, la métamorphose, c'est pas intéressant de savoir si c'est une allusion, une réécriture de la métamorphose, parce que c'est autre chose qui va se passer, mais parce que ce scarabée, justement, il n'est pas dans la personne qui se réveille et qui se rend compte qu'elle est devenue un grosses Ungeziefer, une énorme vermine, mais le scarabée, il est dans l'œil de celui qui regarde alors que personne ne voit. Et là tout de suite, c'est quand même intéressant, parce que cette première personne, on l'a dès le premier paragraphe. 30 ans plus tôt, je l'avais follement aimée, et ensuite, elle était morte. Et un peu plus tard, et personne ne la voyait. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment génial, parce que ça met en place une narration qui est contradictoire, et donc dont l'origine n'est pas certaine. Bon, c'est un peu le principe du found footage, c'est des trucs que je raconte souvent sur cette chaîne, ou récapitule, ou de la fiction du manuscrit trouvé. Ça veut dire que la fiction du manuscrit trouvé, c'est manuscrit à Saragosse, manuscrit dans une bouteille, des choses comme ça. Et les found footage, c'est Blair Witch Project, Paranormal Activity, donc c'est vraiment un truc assez standard en film d'horreur. Grosso modo, on a trouvé un film ou des bobines, on les fait jouer, ou un livre, on va l'éditer, l'ouvrir, le publier, etc. Et ça nous raconte une histoire. Et un des principes, et ça fait que c'est un jeu de contraintes très fines, le found footage, il faut qu'il n'y ait aucune contradiction entre l'histoire qui est racontée et le fait que l'on ait ces bobines. Donc c'est très propice à avoir ensuite des formes d'ARG, donc de jeux de rôle, enfin pas de jeux de rôle, mais de trucs de réalité augmentée, ultra chelou et vaste. Blair Witch Project, ça avait été lancé avec des sites internet, la disparition des acteurs, etc., pour que la fiction trouve une empreinte dans le réel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de found footage qui sont des films d'horreur. Mais en vrai, vous avez aussi des films comiques. C'est pas obligatoire que le FF soit un truc d'horreur. Mais cette idée que ça va sortir de l'écran, que donc il y a des formes d'authentification du texte ou de la bobine, bon ben c'est terrifiant. Ce que fait Volodine, c'est en fait et du found footage. Donc on a un peu des genres d'archives
de littérature de l'extrême, hein. Ça c'est vraiment des genres. La littérature de l'extrême, c'est la littérature des camps de concentration, des prisons, enfin voilà, c'est ça qu'on appelle la littérature de l'extrême, hein, donc produit dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pas forcément ce que ça raconte, hein, d'ailleurs, hein. C'est plus une littérature rassemblée pour ses conditions de production. Le théâtre des enfants d'Auschwitz, vous voyez, bon, on est sur du quand même, c'est hardcore. Je me mets pas dans ce genre de truc, moi, je peux pas. Je lis les articles qui résument, c'est pas mal. Donc on a une forme de littérature de l'extrême, de quelque chose qui est plus qu'un mouvement, qui est en fait tout un monde, qui est survenu après une grande catastrophe qui n'est jamais racontée, ou alors on va avoir juste des morceaux un peu épars, et comme ça des bribes de ces archives des survivants qui se retrouvent à survivre d'abord, et aussi, et c'est là où ça devient vraiment fort, à pratiquer eux-mêmes une de ces formes de littérature de l'extrême, et cela avec des genres littéraires, comme le narat, etc. Et donc, en fait, certains des livres donc, de ce grand cycle, hein, Les filles de Monroe, c'est le 45e, sont eux-mêmes, en fait, des textes produits dans cette espèce de futur. Quand je dis dans le futur, j'ai toujours l'impression qu'on parle d'aérostar, enfin d'un futur un peu kitsch. Non, non, là, c'est le futur post-apo, hein, c'est pas fun, hein. Et dans un futur post-apocalyptique dans lequel l'URSS a été dominante et donc hégémonique et a disparu. Donc avec comme ça des espèces de reliques ou de reliquats, mais voilà, c'est un peu entre les deux, complètement messianiques, de la foi dans le parti. Et dans les partis, dans les factions, etc. Donc les filles de Monroe, c'est ça. En gros, c'est raconté par Breton. Enfin, des fois, il est appelé Breton par les gens, mais lui-même appelle un autre personnage breton, donc on ne sait pas trop s'il y a un ou deux Bretons, si c'est le même, peut-être que les gens se trompent de nom. C'est encore une possibilité à prendre en compte. Ou si on est face à une forme de scission de la personnalité, que l'on n'a pas encore, dans un monde dans lequel les morts peuvent pas exactement revenir à la vie, mais ils peuvent agir de certaines façons, et ils vont représenter un danger pour un parti qui est en train, en fait, de disparaître avec l'humanité. J'ai l'impression, mais là je n'ai pas la connaissance de l'exhaustivité du cycle, mais qu'on est avec les filles de Monroe, dans quelque chose qui est plus aux confins en fait, temporelles de cette fin de l'humanité. Parce qu'il y a moins de monde, en fait, moins de personnages. Ça fait un récit plus beckettien, c'est aussi pour ça qu'il est assez drôle. Et en même temps, on a plein d'éléments qui sont très proches du film noir, voire du thriller. Je pense que Cronenberg ferait une adaptation ultra dégoûtante, en fait, parce qu'il y a de quoi faire du body horror hyper intéressant. Et en même temps, dans ce que je viens de lire, vu qu'on est dans une narration impossible, déjà, le personnage de Breton pas Breton est compliqué lui-même à mettre en scène. Enfin, à passer en cinéma. Mais donc voilà, c'est-à-dire en fait c'est cinématographique une fois qu'on a oublié que une bonne partie du récit est portée par ce narrateur, j'ai envie de dire schizoïde, qui est en même temps, ou qui sont en même temps télépathes, et il y a des modes, des instruments d'optique télépathe qui permettent d'essayer d'observer un peu les filles de Monroe, et donc ce complot qui va apparaître face au parti. Alors film noir parce qu'on va avoir une espèce de femme fatale mais complètement bouffonne, grotesque, grandiloquente et désabusée en fait, qui est en plein film noir par les ambiances nocturnes, la pluie, les lumières, il y a des passages extraordinaires sur les attentes dans les cages d'escalier d'immeubles dévastés, avec des morts qui parlent, et en même temps, voilà, il y a plusieurs personnages comme ça, donc notamment les filles de Monroe, de ce stéréotype qui est la femme fatale, et en même temps, la minuterie elle est jamais là, et donc ça va amener, ça me rappelle ces espèces d'éclairages tremblotants des films noirs, tout en étant bouffon. Voilà, c'est pas un vrai film noir,
le personnage principal fait que vomir, enfin c'est... Il y a un truc comme ça, assez bouffon, et qui m'a beaucoup plu. Ces bouffonneries complètement macabres. Et tout cela porté par une espèce de forme de narration impossible, mais une fois qu'on l'a accepté, il n'y a pas de problème. Ça roule. Donc ça, je sais pas, hein, là je suis en train d'essayer d'imaginer, alors que je n'ai pas du tout les droits et que je ne suis pas réalisatrice, hein, mais ce que ça pourrait donner en film. Et alors comment adapter cette espèce de double voix? Bon, y a des précédents, pas similaires, mais quand même intéressants, dans, par exemple, Cet obscur objet du désir, avec deux actrices qui n'ont quand même pas le même physique, pour incarner le personnage de la femme aimée. D'où j'oublie le nom, parce que j'oublie toujours le nom des personnages. Ce qui ne m'aide pas du tout pour lire Volodine comme Balzac. Hein. Parce que, mais j'ai l'impression que ça fait un peu partie du truc. Donc c'est... Voilà, et on a cette narration, et on a une forme d'alternance entre ce personnage de Breton, qui occupe toute la première partie. Une deuxième partie, on va avoir le personnage de ses ou de leur tortionnaire Keitel, donc qui est plutôt un flic, et ça aussi ça ramène du côté du film noir, enfin là on est franchement en film noir plus exactement, et ça va alterner comme ça, mais globalement ce sont ces personnages là qui structurent assez clairement, avec une annexe magnifique. L'annexe, les 343 factions du parti au temps de sa gloire. Bon, 343, c'est un chiffre qui sonne aux oreilles, en tout cas françaises francophones. 343 femmes du manifeste, par exemple. Bon, puis 3, 4, 3. 3 plus 4, ça fait 7, enfin, ça fait 10. Bon. Ça, ce sont des espèces de jeux de cryptogrammes qui sont très souvent présents dans les livres d'Antoine Volodine. Alors, je ne sais plus combien de signes fait Terminus Radieux, mais il y a comme ça des espèces de jeux cachés qui sont justement expliqués dans le 111e, sur le post-exhaustisme. Bon, bah, voilà, je me suis pas amusée à compter les signes. Si un jour j'ai les manuscrits numériques, je vous lis un peu les factions, et ça, c'est vraiment des choses importantes, en fait. Alors, ces factions, elles sont souvent mentionnées parce qu'on est aussi dans du film d'espionnage, et quand on a Rebecca Roche, où ils vont dans le 0016, c'est du James Bond. C'est complètement du film d'espionnage, mais sauf que c'est un film d'espionnage dans lequel les corps ne sont plus des corps, dans un monde où il n'y a plus d'humains. C'est quand même vachement plus intéressant. Parce que il s'agit d'essayer de comprendre quelle faction attaque le parti, mais est-ce que c'est pour réellement rénover le parti, etc. Donc ça, c'est toujours avec cette espèce d'esthétique bolchevique, qui montre encore aussi cet attachement à l'idéal, comme la vieille qui parlait à sa pile dans Terminus Radieux, qui pour le coup est devenu un de mes personnages littéraires préférés. Les mendiants terribles, les bonnets noirs, l'opposition prolétarienne reconstituée, les léninistes du 5e jour, le drapeau, les trotsko-absolutistes, les Monroe absolutistes, les serviteurs de la 9e thèse, le département chirurgie maxillofaciale, l'assemblée des thanatologues anticapitalistes, les visages reconstitués, les néo-conseillistes, les bondistes amateurs, les bondistes de la radicalité épanouie, l'Alliance Noire, la tolérance polpotiste, les posadistes du 9e mois, les bordigistes unifiés, les néo-pavloviens, la fraction tête de bois, les hommes de Bronstein, les hommes de Kronstadt, les 7 femmes de la libération, le quintet zoophile, l'armée rouge intercontinent, les marxistes de la grande compassion, le pavillon écarlate, les tout sauf Monroe, la fraction guillotine, la porte des veuves noires, les frères soldats, les sœurs absolues du 3e manifeste, je suis tellement fatiguée, les nains du rendez-vous, les insurrectionnalistes majoritaires, les samouraïs prolétariens, la fraction demain les orques, les 11 disciples, l'unité finale, la boucherie chevaline, le retour aux fondamentaux, les déçus du polpotisme, le creux de la vague, les femmes de la 8e traversée, le pouvoir aux soviets, les mères du grand soir, les néo-ologistes, la tendance vieux fusil, les voix du peuple, les révoltés de l'apocalypse, les chiennes communistes, les communistes du 25 avril, les vierges à l'enfant, la société des insoumis, les mineurs du grand soir, les travailleurs éternels, la révolution de diamant, les partisans du lotus rouge, la dissidence vermillon, la tendance représailles,
les fiancés de Frankenstein, les Rita Manchukuo. Le réveil du jour d'avant, les autonomes du Bardo, les égalitaristes du petit véhicule, la gueusaille. Et d'ailleurs, ça, c'est un mot que j'ai beaucoup vu dans les textes de Volodine et que j'ai pas vu dans celui-là. Jusque-là. La gueusaille reconstituée, la section maladies infectieuses, les non repentis encore et toujours, le cahier rouge, les enfants du communisme, les demoiselles très rouges, les fractions unifiées, la stomatologie radicale, les révolutionnaires de la faim, FIN, la pagaille épanouie, les soutiers de la victoire finale, le jour d'après, la tendance perspective babare. Les braves soldats, la tendance perspective Baba Yaga, la vengeance prolétarienne, la voix du ciel vide, les soldats de la valeur ajoutée, les revenants, les veilleuses de la dernière heure, le secours psychomoteur, le département oncologie rouge, les précieux fractionnistes, les dermatologues révolutionnaires, le 15e bataillon, les mouflés du jusqu'au bout, la dernière engeance, les moissonneurs d'octobre, la fraternité écarlate, le groupe Vent debout, les ouvreurs devant la porte, le vague à l'âme reconstitué, le choix des pauvres, les égalitaristes itinérants, les nettoyeurs de l'invisible, la route de la soie, les anciens élèves, le ruissellement, les partageurs célestes, la tendance jamais sans mon Kim, c'est pour vous dictateuse. Les libertaires de l'incarnation, le refus de priorité, le regroupement impermanence, les urgentistes du 13 janvier. La fraction mitraille d'abord, le trou normand, les 5 nains rougeâtres, les jeunesses tout de suite, les communistes du 3e âge, les valeureux saboteurs, les criés, les obscurs sans visage, les adeptes du 9e serment, les Mao sur le retour, les suivistes, la fraction antifraction, les néo-excursionnistes, les Djerginkinstes de la grande compassion, la prochaine avalanche, les baroudeurs du 3e jour, la marée humaine, les guérilleros du drapeau, la commune pour tous, les pétroleuses fières de l'être, les audacieux préparateurs, le 11e commandement, le recul pour mieux sauter. Les louves de la grande dualité, les louves de la non-dualité, les communards de l'éveil suprême, le renouveau de l'extinction, les petites personnes. Le groupe Jeune Insurrection, le dernier carré, la lave du grand soir, le groupe Frappé, l'obstination prolétarienne, les chiens de Nivose, le groupe Illumination immédiate, les disciples de Bogdanov, les tchéquistes pour la forme, les fossiles en marche, les exorcistes en embuscade, l'armée Espoir Rouge, les bouts en train, les organes déplacés, les 4 accordéonistes, les frères communistes, les sœurs de la voix rouge, le groupe Allons-y, les aveugles Ouvrent l'œil, le concerto branle-bourgeois, les bolcheviques associés, le corail rouge, la fraction lutte finale, l'horizon ouvrier, le violent coupe-feu, les méditantes de l'émeute, l'entrée des artistes, le maximum garanti, le chemin du mille pattes, les foulards en flammes, la salle d'opération, les 0017, le suspense insoutenable, les bottes de cette lieu, les nostalgiques de l'union, les soldats de l'adieu, les techniciens rouges, les accoucheurs du futur, les jamais tombés toujours debout, les ni diables ni détails. La fraction ras le bitume, la fraction ras de marée, les filles de la matrone, les gauchistes assumés, le sens du poil, la tendance avouons tout, les violons sur le toit, le mouvement pause, les néo-déconstructionnistes, le grandiose banquet, le massacre des innocents, l'alliance nos futurs, les 7 ouvertures, les somptueux fractionnistes, la barre à gauche, le creuset, les libertaires purs et simples, le renouveau fraternitaire, les bâbords avant et après, les dirigistes du 3e type, l'entraide polyglotte, le comité central, les fusillés pour l'exemple, la petite fille aux allumettes, l'illumination babouviste, les fruits de mer, les avis de tempête, les nouveaux adhérents, la base populaire, les communistes 5 parfums, les vieux taiseux, la tendance ligne droite, les défenses du passé, l'ineffable chambardement, les tout-en-un, les barricades mystérieuses, les techniciens du bardo, les dogmatiques étincelants, l'église léniniste du premier jour, l'église du Lénine triomphant, la nouvelle église de l'égalité, les bordigistes du grand soir, le rideau de fumée, les renonçants rouges, la mare au diable, la ligue moisson d'automne, les donneurs de leçons, la persistance rétinienne, les partisans du saut dans l'inconnu, les anges gardiens du léninisme, les défenseurs de la foi, la secte écarlate, le coin non-fumeur, le grand écart, les minimalistes de la claire lumière, les maximalistes de l'éblouissement. Je vais arrêter parce que, en fait, là j'en suis là, et après il y a encore tout ça, et encore cela. Et ça, je pourrais. Je sais pas pourquoi j'arrête parce qu'en même temps ça me plaît. Mais quelques remarques. C'est là où on voit qu'il y a quand même aussi pas une distance d'avec le monde du post-exotisme, parce que c'est pas parce qu'on rigole qu'on se met à distance. En fait, c'est ce rire-là qui pose problème à David Foster Wallace. Mais ça ne... En fait, il faut vraiment avoir une... Je pense, hein, hypothèse, supposition,
on est là pour ça, hein. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus rabelaisien. Alors, ce genre de liste, ça a quelque chose d'épique. Monique Wittig en fait dans Les Guerrières, c'est des choses qu'on trouve dans Guillaume d'Orange, enfin dans des choses, des épopées en fait. Ça fait partie des caractéristiques épiques, et notamment pour avoir la mémoire des noms. C'est quelque chose qui est permanent. Disons leurs noms, les noms des filles de Monroe, etc. etc. Et en fait, cette commémoration par la prononciation du nom, qui fait advenir, hein, qui donne encore une existence à la personne, elle est ici aussi, quand je dis rabelaisienne, elle participe aussi d'un plaisir où elle met en place un plaisir onomastique, donc sur l'esthétique des noms, donc qui souvent ont des connotations qui ne vont pas a priori ensemble, en tout cas d'après mes préjugés. Donc ça va créer souvent des hiatus, parfois des allitérations, des assonances. Rebecca Rauch, là par contre on est vraiment dans... je suis Julie Colère, quoi. Enfin c'est du nom qui claque, hein. Et là on le voit avec la lecture d'une part de ces 343 fractions. Donc annexe comme un document, hop, qui nous arrive comme ça du futur. Merci Seuil de l'avoir édité, hein. Il y a... bien sûr, en plus, ces choses qui sont truculentes, qui font référence à des expressions plus communes, etc. Plein de trouvailles m'ont plu dans le bouquin, par exemple, quand un des personnages se met à parler anglais, enfin à jurer exactement en anglais, fuck, etc. Toujours les mentions du fait que c'est une langue morte. Une langue d'église. Mais dont on garde encore le souvenir des injures. Et ça rappelle ce monde dans très longtemps. Voilà, qui renverse comme ça cette forme d'hégémonie. Ça, j'ai vraiment adoré ce genre de passage. Oh là là, j'en avais d'autres, mais alors comme je suis des problèmes de carte SD, je commence à les oublier. Donc l'instabilité du personnage principal, qui est moins marquée, me semble-t-il, que dans Les Songes de Mevlido ou d'autres, hein, qui pour le coup peuvent être plus difficiles à comprendre ou avoir un... j'ai quand même la sensation que globalement il y a une espèce de clé, que quand on a compris comment la narration est fichue, ça va, mais c'est plus facile de rentrer dans les filles de Monroe que dans d'autres. Donc il y a comme ça des passages vraiment différents, et donc toujours là avec on met des costumes, on les enlève, on s'arrête, on vomit, etc. Là par contre on est dans du Beckett. Complètement Beckett. De Molloy ou Malone, on passe des heures à ramper, on reste à attendre que les autres se taisent, pour voir s'ils vont continuer à se taire. Voilà. C'est un rapport qui est beaucoup plus... un rapport... Ouais, mon souvenir littéraire, là, c'est vraiment Beckett. Et ça colle avec la fin. Est-ce que je vais divulgacher ou pas? C'est pas très sympa, divulgacher. Mais avec cette espèce de personnage double, ou ces deux personnages, ou ce double personnage, on ne sait pas trop, et c'est intéressant qu'on ne sache pas, et qu'il n'y ait pas de forme définitive pour répondre à cette question. De façon définitive de répondre à cette question, on a quelque chose qui est comme ça très proche, et qui en fait accentue les couples de En attendant Godot, fin de partie, etc., comme ça assez complémentaires. Là, la question complémentaire, elle est moins présente, c'est-à-dire il n'y a pas un grand ou petit, quoi. Mais en fait, on ne sait jamais si l'autre est là, exactement. Mais j'ai l'impression comme ça d'une façon de pousser plus à bout un modèle que l'on trouve chez Beckett, et qui, pour le coup, porte les mêmes ambivalences. On peut se rappeler que Beckett en Angleterre, alors après c'est mes profs de prépa qui m'ont dit ça, moi j'y ai pas été, mais et d'Agreg, mais ont pu nous dire bon ben voilà, un Beckett en Angleterre, c'est la comédie hilarante de l'année, alors que on a quand même tendance à le représenter ou à le mettre en scène de façon assez sinistre en France. C'est quand même assez drôle, hein, Oh les beaux jours. Bon ben là on est dans Oh les moches jours, vraiment, avec un peu plus de personnages. Là ça nous rapprocherait plus de fin de partie, hein. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours un doute. Ça date un peu. Mais il y a comme ça cette espèce de façon, j'ai envie de dire, d'exhaustiver, mais exhaustif en français c'est vraiment complet, alors que je suis
dans le exhausted, d'épuiser, mais d'encore plus épuiser, quelque chose qui passe moins par la langue que dans d'autres, et puis avec en plus toujours cette espèce de regard un peu dissocié sur le monde, et pas seulement dans les passages avec le personnage double. Bon, c'est un peu le bazar. En tout cas, Antoine Volodine vient en lecture à la Maison de la Poésie le 13. Évidemment, j'y serai. Je vous mets un lien. J'espère cette fois ne pas m'être trompée de date en indiquant sa venue. Bon, c'est... En fait, c'est vraiment incroyable de voir comment, par roman, c'est extraordinaire. Et puis il y en a qui plaisent plus que d'autres. Hein. Mais alors comment on a un ensemble et qui n'est pas non plus un ensemble... En fait, les incohérences de l'ensemble font que l'ensemble est encore plus vaste. Et débrouillez-vous avec ça. Je vous dis à bientôt.